Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ces débats du Conseil national des barreaux et aujourd'hui avec un focus sur les Outre-mer. Elles apparaissent toujours les grandes oubliées dans le débat public. C'est vrai pour les politiques publiques. C'est vrai, manifestement, on va le voir en ce qui concerne l'accès au droit ou plus généralement le service public ou l'accès au service public de la justice. C'est parfois vrai aussi pour les sondeurs. On nous le faisait observer, qui ne testent que rarement les habitants ultramarins qui comptent dans la vie de la République. Et le Conseil national des barreaux a commandé une étude qui, pour la première fois, donc, recueille le ressenti des citoyens ultramarins sur l'accès au droit. Et je note que, curieusement, personne n'avait songé à leur donner la parole sur ce sujet, comme si, quelque part, ils étaient un peu des quantités ou une quantité négligeable, ou comme si on devait étudier l'accès au droit ou l'accès au juge uniquement dans les territoires hexagonaux. Et les résultats de ce sondage qui vont vous être détaillés par Gaël Sliman, président d'Odoxa, sont édifiants. Je tiens à le remercier d'ailleurs sur le travail accompli et la façon de le présenter. Ainsi, 58%, et on va peut-être rebondir sur ces éléments tout à l'heure, des ultramarins affirment qu'il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils habitent. 58% du ressenti des citoyens ultramarins. Et je pense, mais j'ai été sensibilisé depuis plusieurs années sur le sujet, notamment par Patrick Lingibé qui participe à nos débats. Je pense que ces chiffres ne sont pas acceptables, car il n'est pas concevable qu'on puisse estimer ou constater que les Outre-mer seraient des zones de non-droit. Et donc le Conseil national, sous mon impulsion, a décidé de faire de l'accès au droit dans les Outre-mer une des grandes causes de la mandature 2021-2023 du Conseil national des barreaux. Et nous travaillons à un diagnostic national sur les injustices, plus largement, que nous présenterons aux candidats à l'élection présidentielle que nous souhaitons sensibiliser. Il y a plusieurs types d'injustices, mais en ce qui concerne les Outre-mer particulièrement, manifestement, il existe, et nous le voyons, une injustice géographique qui figurera en première place lorsque nous les saisirons et lorsque nous espérons qu'ils réagiront à nos interpellations. Vont participer à ce débat, peut-être Pascal Girma va nous les présenter, Nathalie G, qui est avocate au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, Yannick Louis Audebar du barreau de la Guadeloupe. Et donc, je viens de l'évoquer, je remercie à nouveau mon cher ami et vieux compagnon et parfois complice Patrick Lingibé, qui est vice-président de la conférence des bâtonniers en charge des Outre-mer, bâtonnier de Guyane, même s'il n'aime pas toujours qu'on le dise. Je le remercie d'apporter son expertise reconnue et recherchée sur les situations ultramarines. Et donc, enfin, pour remercier Pascal Girma, élu du Conseil national des barreaux et membre de la commission communication, qui jouera le rôle d'animatrice et de modératrice de nos discussions. Voilà, bienvenue à nouveau à vous tous. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui peut paraître grave, mais ce n'est pas parce que le sujet est grave qu'il ne faut pas l'aborder avec une forme d'optimisme et de volonté d'évaluer les situations et puis de les faire progresser. Voilà, cher Pascal, je vous donne tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux. Je suis très honoré d'avoir ce rôle de modérateur aujourd'hui sur un sujet aussi vaste que l'accès au droit et l'accès aux droits, puisque le baromètre qui a été réalisé en concertation avec le Conseil national des barreaux et Gaël Sliman, le président d'Odoxa, met en évidence les inégalités sur le territoire national entre les régions, certaines régions de la métropole, parce que hormis finalement l'Île-de-France, beaucoup de régions, y compris la Bretagne et le Grand Est, sont particulièrement défavorisées, que le sentiment des Français voit un recul des libertés fondamentales qui n'est pas forcément lié à des problèmes conjoncturels, c'est un problème structurel, que l'organisation judiciaire pose problème et le maillage territorial est également un sujet clé,
et que la profession d'avocat, finalement, qui est présente sur tout le maillage national, est là, dans ce sondage, pour démontrer avec force le rôle de l'avocat pour le justiciable. Donc, sans déflorer le sujet, parce que je donnerai bien sûr la parole en premier à Gaël Slimane pour qu'il nous livre les résultats de ce baromètre. Je tiens à présenter en 2 mots chaque candidat. Je vais peut-être commencer, puisque j'ai la parole, pour me présenter. Donc, je suis avocate, je suis membre de la commission communication institutionnelle au CND, et c'est en cette qualité que je suis modérateur. Donc, je vais laisser la parole à Gaël Slimane pour se présenter, puis ensuite un tour de rôle de chacun, et ensuite Gaël Slimane reprendra la parole pour nous livrer les conclusions de ce baromètre. Voilà, je ne sais pas plus long pour le moment. Yannick, si tu veux bien prendre la parole. Oui, alors je me présente, Yannick Claude-Barre, je suis du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Je suis élu au CNB, je suis très contente d'être là et je suis très contente que le président Gavaudan ait dit que l'outre-mer serait une des grandes causes de sa mandature. Je suis très honorée. Merci. Patrick? Oui. Patrick. Oui. Alors, tu peux bien te présenter, voilà. Oui. Moi, je m'en connais. Donc, je suis vice-président de la conférence des bâtonniers et du barreau de la Guyane. Donc, je me satisfais, même si le combat, effectivement, mérite d'être amplifié, effectivement, de cette problématique soulevée, puisque l'outre-mer est pluriel, est le grand oublié, effectivement, de la République. J'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus. Bien sûr. Nathalie G. Bonjour à tous, donc je suis avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, dont j'ai été le bâtonnier pendant 2 ans. Je suis élue au Conseil national des barreaux pour la 2e fois, c'est mon 2e mandat, membre de l'Observatoire, et donc avec Yannick, nous sommes toutes les deux à la défense des Outre-mer au Conseil national des barreaux, même si notre élection n'est pas spécifique au Drôme, mais nous sommes présentes toutes les deux pour rappeler en tout cas notre existence au Conseil national des barreaux. Et je suis très heureuse que ce débat justement nous donne la parole sur un sujet aussi sensible. Merci Nathalie. Gaël Slimane, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien avec le casque. Je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter les résultats de ce baromètre. Et je suis le président et le cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa, qui a la particularité de travailler quasiment exclusivement que sur des problématiques d'intérêt général. On ne travaille quasiment pas sur des études marketing, ce qui est l'essentiel du travail des instituts traditionnels, mais on s'intéresse de près à tous ces grands sujets institutionnels, que ce soit sur la politique, sur la santé, ou ici sur l'accès aux droits et le maillage territorial qui en résulte. Très bien, merci. Si vous voulez bien présenter donc une synthèse et les développements de ce baromètre et les conclusions qui s'évincent de ce travail. Alors, je vais tâcher, on a fait des tests, normalement on devrait y arriver, un partage d'écran. Surtout, n'hésitez pas à me dire si l'opération a réussi. C'est la joie des directs, comme on dit. Je vais le mettre en grand écran. Alors, est-ce que vous le voyez tous à présent en grand écran? Oui. Parfait. Donc, le baromètre des droits et de l'accès aux droits en France, on s'appelle baromètre parce qu'on a, avec le CNB, une ambition de suivre dans la durée et dans le temps les perceptions de nos concitoyens sur le sujet. Et le président Gavaudan l'a dit, mais je tiens à le souligner, c'est un fait, sinon exceptionnel, du moins extrêmement rare, que d'avoir des commanditaires d'études qui nous disent qu'ils souhaitent non seulement s'intéresser à la population de France métropolitaine, mais aussi aux DROM et aux ultramarins, et qui font l'effort, et on l'a fait avec eux, de pouvoir intégrer dans l'étude la population des ultramarins, parce que c'est un détail technique, hein,
mais sachez que la plupart des sondages que vous voyez et qui sont réalisés et présentés comme représentatifs de la population française sont en réalité des sondages représentatifs de la population de France métropolitaine pour des questions de plus grande difficulté technique, évidemment, d'interroger les ultramarins. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de ce baromètre, en interrogeant à la fois un très gros échantillon de la population française métropolitaine afin d'avoir des ventilations par grande région et même par sous-région et de pouvoir mesurer les écarts qui peuvent exister, y compris au sein des territoires en France métropolitaine, et puis de constituer un boost, un échantillon spécifique important d'ultramarins pour pouvoir regarder quel est leur vécu particulier. Nous avons réalisé cette enquête assez récemment, hein, au mois de mai dernier, et je vais vous en présenter les principaux enseignements pour qu'on puisse ensuite échanger sur le sujet. Alors, premier élément technique, hein, le fait d'être sur un échantillon de près de 3500 personnes nous permet d'avoir des résultats extrêmement robustes sur le plan statistique et de pouvoir mesurer des écarts qui ont un sens d'une région à l'autre et d'une population à l'autre. Premier élément, un sentiment partagé par l'ensemble des Français sur l'ensemble du territoire métropolitain ou non, qui malheureusement est que les libertés publiques et individuelles et plus largement les droits fondamentaux des Français ont eu tendance à reculer depuis ces dernières années. Les 3/4 de nos concitoyens font ce constat. Et j'ajoute que l'on pourrait imaginer que ce serait peut-être à cause des périodes de confinement et des privations de liberté très particulières que nous avons vécues à l'occasion de la crise sanitaire que les gens penseraient cela. Ça n'est pas le cas, puisque lors de la première vague du baromètre, effectuée il y a 2 ans avant la crise Covid, nous étions déjà sur ce sentiment donc d'une tendance durable au recul des libertés publiques et des droits fondamentaux. Ce sentiment, il est partagé sur l'ensemble du territoire. On vous propose ici une carte à la fois de la métropole et une présentation de la moyenne outre-mer, où on voit qu'il est partagé par tous et il est particulièrement important dans les territoires dont on verra plus tard qu'ils se sentent eux-mêmes plus particulièrement un petit peu en désert institutionnel ou en désert juridique. C'est le cas du Grand Est, c'est le cas de la Bretagne et c'est le cas plus encore de l'outre-mer où on est 7 points au-dessus de la moyenne nationale avec 84% d'habitants qui ont le sentiment que les droits fondamentaux reculent en ce moment. Plus intéressant et plus précis, on a souhaité demander aux Français en métropole et en outre-mer s'ils avaient le sentiment que là où ils habitent, ils pouvaient, 1, facilement faire valoir leurs droits, et 2, ils pouvaient facilement accéder aux tribunaux. Alors, Dieu merci, la réponse majoritaire est positive. On a, même si ce n'est pas très facilement, là, vous voyez qu'il y a peu de gens qui le pensent, mais globalement, on a un peu moins des 2/3 ou un peu plus de 60% des Français qui nous disent « Oui, là où j'habite, je peux facilement faire valoir mes droits. Là où j'habite, je peux assez facilement accéder à des tribunaux. » Mais vous avez quand même, premier élément, un niveau préoccupant de la population française, plus d'un tiers, qui nous répond non à cette question. Et quand on regarde la carte, eh bien on se rend compte que, et ça arrive souvent dans les sondages, hein, derrière les moyennes, il y a des disparités qui sont spectaculaires d'un territoire à l'autre. En l'occurrence, le fait de penser que l'on ne peut pas facilement faire valoir ses droits, on est en moyenne à 37%, mais vous avez certaines régions où ça se passe relativement bien, comme l'Île-de-France, où seulement 33% des Franciliens nous disent qu'ils n'y parviennent pas à faire valoir facilement leurs droits, mais vous avez des régions métropolitaines où les niveaux deviennent vraiment préoccupants. C'est le cas de la Normandie, c'est le cas de la région Bourgogne-Franche-Comté, où on est à un peu moins d'1 personne sur 2. Et là où la situation est vraiment très préoccupante, c'est dans les Outre-mer, où on a en moyenne, sur l'ensemble des territoires d'Outre-mer, 58% des personnes interrogées qui nous disent « Non, je ne peux pas facilement faire valoir mes droits », avec finalement des niveaux qui sont disparates
selon les territoires d'outre-mer, mais qui sont très élevés en réponse négative. En Guyane, 70%, aux Antilles, 60%, et à La Réunion et Mayotte, 63% répondent négativement à cette question. Sur le fait de pouvoir accéder facilement à des tribunaux, ceux qui pensent que ça n'est pas possible sur leur territoire, encore une fois, on va les retrouver en métropole, particulièrement en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté, où on atteint quasiment une personne sur deux, et sur certains territoires d'outre-mer, comme par exemple de nouveau en Guyane, où on culmine à 55%, avec une moyenne nationale à 36%. Mais finalement, plus encore que la difficulté d'accès aux tribunaux, ce que l'on voyait sur le slide précédent s'agissant de la singularité des Outre-mer, c'est ce sentiment plus global qu'on ne peut pas faire facilement valoir ses droits sur son territoire quand on est en Outre-mer. Cette tendance, malheureusement, elle risque de s'accroître. Les Français en sont convaincus. Ils nous disent que l'accès aux droits des Français, elle est devenue depuis ces dernières années plus difficile. Enfin, il est devenu plus difficile. Les 2/3 de nos concitoyens le pensent. Et là encore, si le sentiment est négatif et très largement partagé sur l'ensemble du territoire, il est particulièrement notable à la fois en France métropolitaine, dans les territoires précédemment cités, en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté, où on peut avoir parfois il y a des déserts médicaux dans certains de ces territoires, il y a aussi des déserts juridiques, si j'ose dire, mais on l'observe aussi de nouveau en Outre-mer, où, pour ne pas se fatiguer, on va dire qu'à peu près systématiquement, la situation apparaît plus difficile que la moyenne nationale, quelle que soit la thématique évoquée. Alors, quand on parle d'accessibilité au droit et à la justice, quels sont les éléments qui sont les plus importants pour nos concitoyens? Eh bien, un élément qui est central, et ça tombe bien, c'est le fait de pouvoir accéder aux avocats, parce qu'il est important que les justiciables soient bien conseillés et défendus, et à un niveau comparable, l'accès aux informations publiques et judiciaires, parce qu'il est essentiel que les Français soient mieux informés des droits, des lois et des procédures. C'est cela qui est vraiment central quand on interroge nos concitoyens sur l'ensemble du territoire d'ailleurs, s'agissant de ce qui est vraiment important pour l'accessibilité au droit et à la justice. Dans une mesure plus relative, vous voyez que l'accès aux aides juridictionnelles et leur élargissement pour favoriser l'accès économique à la justice arrive en 3e position. Et tiens, chose intéressante, on parle beaucoup des duels police-justice ces derniers mois, ou de la guerre qui existerait entre les deux grandes institutions. On sait que les Français sont très attachés à la police, très soucieux des problèmes de sécurité. Et bien pour autant, l'accès à la police, qui est un point d'entrée essentiel vers la justice, est quelque chose qui ressort bien moins que l'accès aux avocats dans la question qui est posée. Je précise que l'accès physique aux tribunaux qui se pose avec une acuité particulière sur certains tribunaux, sur certains territoires, pardon, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas forcément ce qui est pointé en priorité par nos concitoyens. C'est vraiment l'accès aux avocats qui prime à leurs yeux. Concernant les obstacles qui freinent l'accès à la justice selon eux, on retrouve toujours au fil des années les mêmes reproches, et notamment celui des délais de la justice pour rendre ses décisions, qui ressort très largement en priorité, bien davantage que son coût pour les justiciables, ou même que le manque d'accès aux informations juridiques, qui est pourtant un point important à leurs yeux par ailleurs, hein, ou encore que la difficulté d'accéder physiquement aux juridictions. Donc, cette question des délais reste un élément central de leurs attentes, en tout cas en perception. Alors, faciliter l'accès des Français aux avocats, il n'y a aucun doute, c'est quelque chose qui, pour l'immense majorité de nos concitoyens, facilitera, améliorera l'accès au droit. 82% des Français le pensent et un peu plus d'un quart en est même tout à fait convaincu. Et ce sentiment-là, il est à la fois, il est tout à fait consensuel parce qu'il est à la fois très présent sur tous les territoires, que ce soit des territoires qui nous ont dit souffrir de la distance aux tribunaux et de l'accès au droit. C'est le cas en Outre-mer, hein, 88% des Français d'Outre-mer le disent, que l'accès aux avocats améliorerait l'accès au droit, un meilleur accès aux avocats améliorerait l'accès au droit, mais c'est aussi ce que pensent nos concitoyens qui habitent des territoires moins sinistrés de ce point de vue-là. Vous voyez qu'en Île-de-France, par exemple, ils sont aussi 85% à le dire.
Donc, il y a un vrai consensus sur la place centrale de l'avocat dans l'accès au droit. De façon plus détaillée, les Français estiment que s'il était plus facile d'accéder à un avocat en France, cela permettrait, d'assurer une meilleure reconnaissance des droits des justiciables, de mieux garantir le respect des droits fondamentaux et d'avoir un meilleur fonctionnement général de la justice, ce qui n'est pas rien. Les 3/4 des Français le pensent et plus de 80% pour les autres éléments. Et j'ajoute que ça éviterait aussi, selon eux, pour 80% de nos concitoyens, des procédures judiciaires inutiles, et donc que ça ne représenterait pas nécessairement un coût, mais plutôt une économie de ce point de vue-là. D'ailleurs, pour poursuivre sur la place focale centrale de l'avocat, quand on interroge les Français, il n'y a pas photo, comme on dit, hein. C'est vraiment l'avocat, la profession à laquelle ils s'adresseraient en priorité s'ils avaient une question de droit ou un problème juridique à résoudre. 66% des Français citent l'avocat, alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux à envisager le notaire ou l'huissier de justice, 11%, 6%, l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, ça concerne davantage les sociétés, 3%. Et donc, vous voyez que l'avocat est vraiment, en théorie, la personne vers qui on se tournerait le plus. Ensuite, les différents domaines sur lesquels on pourrait avoir besoin d'un conseil juridique, ils sont très variés. Et ça aussi, c'est sans doute un élément d'information intéressant pour le CNB, puisque finalement, on va retrouver les grandes familles, à la fois droit du travail, droit social, droit de la famille, qui recoupe à peu près 1/5 des demandes potentielles si on avait besoin de se tourner vers un avocat, et à des niveaux assez proches, le droit immobilier, le droit de la consommation, le droit pénal et le droit fiscal. Logiquement, une fois de plus, le droit des sociétés qui concerne davantage les entrepreneurs et les chefs d'entreprise est un petit peu moins cité, mais vous voyez que le panachage est très large. Et si les Français sont aussi, accordent une place aussi importante à l'avocat en tant que finalement pilier de la justice dans notre pays, c'est peut-être parce qu'ils connaissent plus qu'on ne pouvait le croire les avocats. On a pratiquement un Français sur deux, 48% de nos concitoyens, qui nous disent avoir déjà consulté un avocat. Alors le plus souvent, ce n'est pas forcément dans un passé tout récent, mais en tout cas, l'avocat est une figure connue de nos concitoyens pour 48% d'entre eux. Quand on regarde la répartition sur le territoire, on voit que notamment, c'est dans la partie sud du territoire et dans les Outre-mer que la consultation d'un avocat a été la plus fréquente au cours de sa vie, ce qui peut potentiellement s'expliquer aussi par un certain nombre d'exils de concitoyens franciliens, par exemple, vers ces territoires pour passer leur retraite, et donc une présence accrue sur certains de ces territoires de personnes aisées et âgées qui ont pu consulter des avocats un peu plus que la moyenne. Mais la répartition, globalement, elle est élevée sur tout le territoire. Alors, en général, la façon dont on s'est procuré les coordonnées de cet avocat, eh bien, c'est essentiellement le conseil personnel, le fait de demander à un proche qui ressort en priorité, puis la recherche via un moteur de recherche, et ensuite en contactant le barreau de sa ville ou en cherchant sur un site spécialisé. Évidemment, on ne se dit pas « je vais consulter un avocat » en lisant la presse et en voyant les ténors du barreau évoqués sur les grandes affaires pénales. Ça ne vous étonnera pas. Je regarde en même temps si sur le WhatsApp, je vois que… Voilà, je regarde en même temps que je n'ai pas un message d'alerte et que vous êtes toujours tous là. On est tous là, il n'y a pas de souci. On vous écoute avec attention. Parfait. Vous savez, c'est la frayeur à un moment de se dire que je suis en train de parler et que le réseau est coupé, plus personne ne m'entend. Pas du tout. Bon, tant mieux. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà des informations clés que je vous ai livrées tout à l'heure sur les inégalités sur le territoire, singulièrement dans les Outre-mer, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que alors même que l'on accorde une place si centrale à l'avocat, que c'est celui vers qui, a priori, on se tournerait le plus, que c'est celui que l'on estime le plus compétent face à un problème de droit, que l'on connaît finalement d'assez près, les avocats, pour un Français sur deux, eh bien, quand on a un problème juridique en France, les Français, ce n'est pas directement vers les avocats qu'ils se tournent en premier. Dans la pratique,
dans la vie réelle, ils vont d'abord rechercher des informations sur des sites Internet spécialisés où ils demandent à leur entourage familial et amical. Et ce n'est qu'en troisième rideau, si j'ose dire, qu'ils pensent à consulter un avocat. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas forcément étonnant ou grave, puisqu'on peut penser qu'avant de consulter un avocat, ils demandent conseil à leur famille. On a vu tout à l'heure que c'était un élément qui se faisait. Mais malgré tout, il y a un hiatus entre la place centrale qui est accordée à l'avocat et la crédibilité qui lui est donnée par nos concitoyens, et le fait que ce ne soit pas nécessairement vers un avocat que l'on se tourne d'abord quand on est confronté à un problème juridique. Et c'est d'autant plus paradoxal que le niveau de confiance des Français dans ces sites web juridiques qui commercialisent des informations qui ne sont pas délivrées par des avocats, le niveau de confiance est très, très relatif. On a une majorité, une petite majorité, mais quand même, une majorité de Français qui nous dit bah, « je ne fais pas confiance à ces sites ». Ceux qui leur font confiance, ce n'est que 48% de la population, et ceux qui leur font vraiment confiance, c'est-à-dire tout à fait confiance, ce n'est que 4% de la population. Donc, c'est vers ces sites qu'on se tournerait quand même pour voir, mais on ne leur fait pas confiance. Et d'ailleurs, face à des problèmes juridiques qu'ils pourraient rencontrer, ils se disent que les réponses de ces sites seraient bien insuffisantes pour résoudre leurs problèmes, pour les 2 tiers d'entre eux. Donc ça, c'était un élément assez intéressant, et il l'est d'autant plus que nos concitoyens, ils ne sont pas hostiles à tout ce qui est online. Là, nous sortons aujourd'hui, parenthèse, notre sondage hebdomadaire sur la politique et évidemment sur l'abstention record aux élections régionales, et les Français nous disent par exemple qu'ils sont très favorables au vote par Internet. De la même manière, le développement des procédures en ligne, eh bien, ils nous disent que dans leur principe, c'est une bonne chose plutôt qu'une mauvaise chose pour l'accès au droit. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'ils feraient eux-mêmes ou que c'est ce qu'ils utiliseraient eux-mêmes. Mais il n'y a pas une hostilité de principe à ce qui relève du online. Il y a simplement l'idée que, empiriquement, ce type de site, ça n'a pas la valeur que ça devrait avoir et ça ne vaut pas le conseil d'un avocat. Raison de plus peut-être pour essayer d'imaginer de favoriser des contacts plus faciles, plus directs entre les Français qui ont besoin d'un avocat et les avocats qui peuvent leur apporter les réponses qu'ils attendent. J'en ai terminé avec la présentation. Je voulais balayer tout cela rapidement. Je vous laisse à l'écran, peut-être, si vous le souhaitez, les principaux enseignements, mais vous les aviez déjà bien en tête. Donc, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Comme vous voulez. Et vous laisser la parole pour me poser des questions, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, peut-être avant de poser les questions, on va peut-être rebondir déjà sur votre baromètre, en ce sens que vous posez un état des lieux qui est assez alarmant. Et ce que je vois en synthèse dans les questions, et je vais donner la parole à Patrick Linguibé, c'est qu'on nous dit, bon, il y a beaucoup de problèmes matériels, un manque de moyens humains et matériels qui a encore plus d'acuité dans les territoires d'outre-mer. Et quelles sont les solutions pour y remédier? Voilà, donc Patrick Linguibé, si tu veux bien rebondir sur cette question qui est large. Oui, alors d'abord, en fait, les chiffres qui ont été donnés ne sont que révélateurs et je dirais confirment une situation qui déjà avait été effectivement diagnostiquée il y a quelques années, et j'en veux pour preuve effectivement une phrase qu'avait donc dite Jacques Toubon devant la délégation sénatoriale, donc c'était le 21 novembre 2019, où il disait qu'effectivement, on a le sentiment qu'à beaucoup d'égards, les habitants des départements et territoires d'outre-mer n'ont pas le même accès au droit, ils ont un accès au droit inférieur à ceux qui existent en métropole. Donc, cette étude ne fait que confirmer. Alors, il y a quand même, en fait, avant de répondre à la question, il faut bien voir, en fait, que les internautes comprennent bien de quoi nous parlons d'outre-mer. Parce que l'outre-mer n'a pas de… contrairement à ce que l'on peut penser, c'est vraiment un paysage, un tableau socio-économique radicalement différent de celui de l'Hexagone.
Je vais donner une indication qui est importante parce que l'accès au droit, effectivement, on dit au droit avec un grand D et au droit, effectivement, au pluriel. Il faut savoir qu'en Outre-mer, vous avez un taux de pauvreté qui est à 4 à 8 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Pour rappeler, en 2017, la Commission consultative des droits de l'homme est le premier organisme à réaliser une étude sérieuse sur la pauvreté dans les 5 territoires, les 5 DROM en l'occurrence. Et elle tire des chiffres ahurissants. Pour vous rappeler, le taux en 2017, le taux de pauvreté dans l'Hexagone était de 13,20%. 2 chiffres qui va vous parler. La Guyane représentait, suivant cette étude, 61,2% de taux de pauvreté. Mayotte, 84,5%. Et tous les autres territoires, les 3 autres, effectivement, DROM, présentaient des chiffres là-dessus. Alors, ça veut dire quoi, en fait? Quand je parlais de tableaux radicalement différents, c'est qu'effectivement, on a tendance… Il n'y a pas d'élément de comparaison. Si vous comparez, effectivement, un taux de pauvreté de 13% ramené, effectivement, à celui, par exemple, de la Guyane ou de Mayotte à 84%, qui a été confirmé, d'ailleurs, à chose près par l'INSEE, il faut savoir que vous avez, effectivement, un tableau… Alors, qu'est-ce que ça moins? À cela aussi s'ajoute en Outre-mer, aussi, puisqu'on parle des numériques, comme effectivement des outils d'accès au droit qui va faciliter. Il faut savoir que corrélé à cette pauvreté qui est atavique d'ailleurs, vous avez effectivement une fracture numérique. Vous avez des zones, si je prends l'exemple de mon territoire, où effectivement vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas avoir accès au droit. Si vous n'avez pas un contact physique, le numérique ne vous aura effectivement n'offrira pas effectivement de solution. Alors, la problématique vient de quoi? Il faut savoir qu'à la chancellerie, vous n'avez pas en fait de focus sur l'outre-mer. Je veux dire par là que tous les programmes, tous les systèmes effectivement politiques publiques pensés, mais ce n'est pas propre à l'outre-mer uniquement, parce que même effectivement, nous sommes censés avoir un ministère des Outre-mer, donc parfois on peut se demander à quoi il sert, effectivement, en fait, il n'y a pas de logique d'approche ultramarine. Donc ça veut dire, en l'occurrence, je vais vous prendre un exemple très simple, qui a fait l'objet justement de travaux qui avaient été menés par, effectivement, au niveau du Sénat. Il avait été démontré que l'approche des constructions de bâtiments de justice vieillissait plus effectivement en Outre-mer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au niveau hexagonal, on ne prenait pas en compte le taux, notamment parce que vous n'avez pas les mêmes températures, effectivement, et vous avez une usure qui est plus accélérée, 4 à 8 fois. Voilà, effectivement. Donc, il y a bien un problème, effectivement, de logistique, outre qu'effectivement, ce sont des territoires très loin, basés sur des bassins de vie qui sont radicalement différents, qui ne sont pas européens et qui ne sont pas méditerranéens, où vous avez effectivement, vous êtes dans des contextes totalement différents. Et qui, et on pourrait multiplier territoire par territoire, parce que chaque territoire ayant des problématiques spécifiques. Très clairement. Très bien, merci. Yannick, est-ce que vous voulez rebondir sur ce sujet pour savoir si, pour les Antilles, c'est exactement la même situation? Oui, c'est la même chose. Ce que je voulais rajouter à ce qu'a dit Patrick Légivet, c'est que non seulement on est isolé, non seulement on est des îles, non seulement on est éloigné, on a un décalage horaire, mais en plus, on a le sentiment d'être jugé par des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne nous comprennent pas et qui ne connaissent pas nos particularismes. Les gens, ils arrivent, ils sont jugés, souvent les gens, ils parlent créole, ils sont jugés, on demande de s'exprimer en français, mais ils ont un français un peu titubant. Le juge qui est arrivé, qui sort de l'école, qui sait que la langue nationale, c'est le français, qui ne comprend pas, parce que même si on parle français, on a déjà un accent différent, on a un vocabulaire différent. Et la justice, c'est vrai, je voulais le dire, la justice, pareil pour les Antillais, je pense que c'est pareil pour les autres outre-mer, c'est une justice de riches, c'est une justice de blancs, et c'est une justice coloniale. Donc, d'où cette défiance vis-à-vis des juges, vis-à-vis des tribunaux et vis-à-vis de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter à ce qu'avait dit Patrick Légivet.
Merci Yannick. D'ailleurs, tu réponds par anticipation à l'une des questions qui était de dire est-il saugrenu, réaliste ou subversif de parler de justice coloniale dans les Outre-mer? Tu as répondu. J'ai répondu, et puis enfin, et le phénomène le plus marquant pour nous, en tout cas, c'est l'affaire du chlordécone. C'est-à-dire le chlordécone où il y a 90% c'est Santé publique France qui dit ça, 90% des Antillais sont contaminés. On a le plus fort taux au monde de cancer de la prostate. Et on nous dit quoi? Que personne n'est responsable, il y a une prescription. Je ne parle même pas des sargasses, les sargasses qui polluent les plages des Antilles, on n'en parle pas. Par contre, il suffit que des algues brunes aillent en Bretagne, ça devient un phénomène national. On le ressent, on le ressent. C'est une injustice, c'est vécu comme une injustice, c'est ressenti comme une injustice. Ah, bien sûr. Ressort du baromètre. Bien sûr. Nathalie, est-ce que tu veux bien également nous illustrer pour la réunion ton sentiment? J'en serais ravie, Pascal, mais je crois que notre président Gavaudan a demandé à intervenir une petite minute. Je reprendrai la parole juste après, si je ne me trompe pas. Oui, non, mais je voulais pas. Le débat était. Je voudrais simplement saluer la présence de Bruno Blanquer, qui est premier vice-président de la conférence des bâtonniers, qui s'est joint à nous comme participant et qui prendra la présidence de la conférence des bâtonniers à partir du 1er janvier. Je suis heureux, monsieur le premier vice-président, que votre première participation soit au titre d'un débat sur les Outre-mer. Voilà, je voulais simplement, pardon, je vous interromps, mais je crois que c'est un signal important qui nous est donné aujourd'hui par sa présence. Nous sommes honorés de sa présence. On remercie de participer. Nathalie, je te redonne la parole. Oui, je salue donc Bruno et je suis ravie de voir que la future conférence s'intéresse aussi aux Outre-mer. Merci Bruno de ta présence. Alors, moi, je partage tout à fait ce qui a été dit. Alors, même si Patrick l'a dit tout à l'heure, la Réunion, elle fait figure d'élèves un peu peut-être favorisés par rapport aux autres territoires. C'est vrai qu'on a exactement le même sentiment. Alors, de justice colonialiste, je dirais peut-être pas jusque-là, mais il y a un vrai décalage de culture entre les magistrats qui arrivent de métropole et la culture réunionnaise avec le créole, avec quelque chose qui n'est pas toujours compris, des mots qui ne sont pas compris d'ailleurs par les forces de l'ordre en garde à vue lorsqu'ils retranscrivent les paroles de la personne qu'ils interrogent. Donc c'est toujours un gros problème constaté par les avocats. Après, décalage de culture sur les pourquoi expliquer les comportements qu'ils ont à juger. Donc, il y a un vrai problème de compréhension qui se ressent, que les avocats ressentent et que les justiciables ressentent évidemment. Comme disait Patrick, il y a également un vrai problème de pauvreté. Il y a toute une grande partie de la population qui a un seuil de pauvreté très important. Il y a de l'illettrisme qui en découle aussi, qui est lié à ce seuil de pauvreté. La pauvreté, ça implique quoi? C'est d'abord, on pense aux choses essentielles plutôt qu'à faire valoir ses droits. Donc forcément, il y a un décalage dans l'accès aux droits, même si le besoin de justice est là chez les personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre. Et puis l'illettrisme, c'est un facteur aggravant parce que de plus en plus, la justice devient numérique. Pas que la justice, l'administration publique devient numérique. Lorsqu'il y a un problème de l'administration publique et un problème d'accès aux droits et de défendre ses droits par rapport à l'administration, que fait-on? Eh bien, c'est compliqué parce qu'il y a des saisines en ligne, parce que beaucoup de démarches, l'accès à la justice devient numérique, les services sont numériques et l'illettrisme empêche l'accès à la justice, l'accès aux droits, l'accès à toutes ces informations et à ce service. Donc c'est un vrai problème qui a été accentué d'ailleurs de façon très visible par le confinement et le Covid, où on a eu recours de façon massive à l'écrit. Tout s'est numérisé et ça c'est vraiment révélateur et c'est un facteur important à mon avis de ce problème d'accès aux droits, l'illettrisme, alors qu'en France j'avais relevé il était de 7% dans les DOM, il court de 20 à 40%, ce qui est énorme. Pour Mayotte, je crois, et la Guyane aussi, me semble, qui est très visée par ces chiffres. Donc ça, ce sont des facteurs extrêmement importants, outre les problèmes aussi géographiques de transport. Tout bêtement, une personne qui doit voir son avocat, qui vient des montagnes, qui doit prendre un bus, et les lignes de bus s'arrêtent à 17h, les avocats ont des audiences, c'est difficile, on n'accède pas à l'avocat, on n'accède pas à l'audience. Voilà, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Les DOM, c'est très compliqué dans les DOM.
outre l'éloignement dont parlait Yannick, on est encerclé d'océans, donc c'est très compliqué. Très bien, merci. Alors, les questions qui sont également posées, c'est de dire, voilà, quelle solution on pourrait proposer, sachant qu'on a des échéances électorales, puisqu'on est entre les 2 tours des régionales. On a les élections présidentielles dans 1 an, et d'ailleurs, le président Jérôme Gavaudan a posé justement cette question cruciale pour connaître la position des candidats. Quels seraient vos programmes à vous, dans le cadre des États généraux sur la justice, pour essayer de pallier ces inégalités, ces injustices sur vos territoires? Patrick, si tu veux bien. Oui, bon, je pense qu'il y a une question essentielle, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas avoir de langue de bois, c'est quelle est la place réelle de l'outre-mer au sein de la République? Parce que, bon, nous avons un texte constitutionnel, j'ai la faiblesse de le connaître. Bon, il y a bien une place, mais quand on regarde effectivement, la vérité, c'est que nos 3 principes cardinaux, liberté, égalité, fraternité, celui au milieu, l'égalité, très sincèrement, il est à géométrie très variable. Alors de l'outre-mer, globalement, avec l'Hexagone, mais à l'intérieur, entre les outre-mer eux-mêmes, mais à l'intérieur d'un territoire ultramarin lui-même. Je vais vous prendre un exemple très clairement qui va être parlant. 2 exemples d'ailleurs. Le premier, par exemple, c'est celui de la Guyane. Il faut savoir qu'effectivement, la Guyane, c'est la superficie de la région de l'Aquitaine, avec effectivement, au moins, les moyens de communication. Eh bien, quelqu'un qui est en garde à vue, en l'occurrence, dans une commune isolée, parce qu'on met les gens en garde à vue, on sait très bien qu'ils ne vont pas avoir d'avocat, mais on les met. Ben, il n'aura pas strictement d'avocat. Ça veut dire, en l'occurrence, les droits d'une personne vont dépendre effectivement du lieu où il se situe. Et on peut aggraver la situation pour la Polynésie française, où effectivement, vous avez effectivement dans une île quelqu'un qui peut être en garde à vue qui n'aura jamais d'avocat. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'État n'a jamais organisé la prise en charge de ses frais. Donc, ça veut dire qu'on a un système, en l'occurrence, qui est inversé. La liberté devient effectivement je dirais, un luxe, en l'occurrence. Et on va aller plus loin. On va aller à Wallis et Futuna. Figurez-vous à Wallis et Futuna, puisque vous parliez effectivement de savoir qu'est-ce qu'on pourrait effectivement mettre en place. Ben, Wallis et Futuna, voyez-vous, il n'y a pas d'avocat. Wallis et Futuna est une collectivité autonome qui relève judiciairement de la cour d'appel de Nouméa. Donc, le barreau de Nouméa est chargé effectivement de la défense. Eh bien, la chancellerie a toujours refusé de prendre en charge les frais de transport des avocats calédoniens. Ce qui fait que des accusés devant les assises sont défendus par des pseudo-avocats qui n'ont pas fait d'études, qui sont désagréés et qui sont dénommés citoyens défenseurs. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je pose la question de savoir quelle est la place de l'outre-mer au sein de la République, parce que ces situations-là n'auraient jamais été envisagées et appliquées dans l'Hexagone. C'est ça la réalité. Parce qu'effectivement, ça aurait créé une révolution, c'est parce qu'effectivement, tous les médias en auraient parlé. Voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'effectivement, on aboutit à se dire introspectivement, chacun, effectivement, est-ce que réellement nous sommes des Français totalement à part ou à part entière? Voilà, et les chiffres ne font que le confirmer. Alors, solution? Je ne pense… Alors, sur l'accès au droit, il est clair, vu le taux de pauvreté, je dirais l'accès à l'aide juridictionnelle est en plus grande proportion. Sauf qu'il faut savoir qu'au niveau de l'aide juridictionnelle, une des données quand même statistiques qui ressort d'une étude que j'avais menée, c'est qu'effectivement, les gens utilisent moins l'aide juridictionnelle pour actionner leurs droits que pour se défendre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une pauvreté de l'action judiciaire. Bon, je crois que ça ne gêne pas l'État puisqu'il y a moins d'argent. Bon. Donc, ça veut dire en l'occurrence que si on prend par exemple uniquement l'aide juridictionnelle, ce que j'avais proposé d'ailleurs, c'était effectivement qu'il y ait une ligne fléchée sur le budget de l'État réservée à l'outre-mer, cette ligne effectivement étant déclinée
ont la prise en charge effectivement de la rétribution, ce n'est pas une rémunération, mais aussi de prise en charge par territoire. Parce qu'il n'est pas question effectivement de standardiser l'outre-mer, parce que la situation de la Guadeloupe n'est pas la même, la situation de Mayotte n'est pas la même, et la situation de Nouméa n'est pas la même. Voilà. Très bien, merci. Alors, dans le sondage également, ce qui était intéressant de voir, c'est que ce qu'on reproche le plus dans le traitement de la justice, c'est les délais qui sont beaucoup trop longs. Alors, on voit dans notre quotidien en tant que professionnel du droit, lorsqu'on a un dossier, qu'on le saisit et qu'on est réactif, on voit que le délai de traitement par la juridiction, même si on nous impose des délais en appel qui sont absolument impossibles à tenir, pour autant, la réponse de la justice est très longue. Un internaute nous envoie une question en disant est-ce que finalement la mise en place des modes alternatifs de règlement des litiges pourrait être une solution au fait que la justice puisse être pas rendue dans des délais suffisamment brefs. Nathalie, est-ce que tu veux bien répondre à cette question? Volontiers. Alors, le législateur a eu cette bonne idée bien avant notre internaute, en la rendant obligatoire ou voulant la rendre obligatoire pour justement évacuer le contentieux de la justice. Alors, la médiation, pour être plus précise, c'est une très bonne chose. Ça donne de très bons résultats. Dans les DOM, nous la développons de façon exponentielle à La Réunion, mais j'ai vu aussi qu'en Guadeloupe et en Martinique, il y a des formations qui se font, des médiateurs se forment, et je suppose aussi que vous prenez ce chemin-là. Et c'est une très bonne chose que les avocats puissent proposer cet outil qui permet aux personnes de continuer à se parler et à éviter justement le choc judiciaire, parce que c'est toujours un choc, malgré tout, pour le justiciable. Pour autant, je ne pense pas qu'on doive l'utiliser pour écarter le justiciable de son juge. En France, il y a un vrai besoin du justiciable d'être entendu par un juge et de voir parfois son litige tranché par un juge, parce qu'on fantasme beaucoup la justice aussi, ça doit être certainement la même chose sur le continent. On fantasme son juge et parfois il y a besoin d'accéder à son juge. Donc les délais, c'est une réalité. Le manque de moyens, c'est une réalité partout, ça l'est aussi dans les DOM. La véritable solution, c'est de donner des moyens à la justice. Évidemment, les avocats prennent leur part depuis très longtemps en travaillant de façon normale dans des dossiers où ils ne sont qu'indemnisés au titre de l'aide juridictionnelle. On n'a plus maintenant les moyens dans les DOM, vu le nombre de dossiers d'aide juridictionnelle qui sont extrêmement importants ici compte tenu du seuil de pauvreté dont j'ai parlé. Les avocats n'ont plus les moyens d'exercer leur art de façon aussi bonne qu'on l'aurait souhaité, parce qu'on manque de temps, parce qu'on est obligé d'avoir beaucoup de dossiers, qu'on n'a plus assez de dossiers dans lesquels on perçoit des honoraires pour impacter ce travail gratuit qu'on fournit aux justiciables, parce qu'on estime, nous, dans notre serment, que les justiciables doivent être défendus. Donc, nous prenons notre part, nous sommes partout dans les maisons de justice pour donner des consultations gratuites aux personnes. Nous sommes, nous, dans nos cabinets, à l'écoute de toutes les personnes, de tous les justiciables. Mais à un moment donné, on ne peut plus prendre en charge ce que l'État ne veut plus donner à la justice. Les cabinets d'avocats en sont à prendre en charge le coût de greffe, puisqu'on a créé donc un réseau d'accès aux juridictions qui est venu nous imposer à nous, cabinets d'avocats, finalement d'enregistrer les dossiers des juridictions à la place des greffes. Donc tout ça, c'est un coût que nous prenons en charge. La profession est exsangue, on ne peut plus prendre davantage ce coût-là et forcément, on est moins disponible pour les justiciables qui viennent nous voir. Ça, c'est une réalité partout, c'est une réalité énorme dans les DOM puisqu'il y a beaucoup de secteurs aidés. Les MARD, c'est une bonne chose. Pour retomber sur mes pattes et répondre à la question, ça n'est pas une chose qui doit être utilisée pour écarter le justiciable de son juge qui a besoin d'être jugé parfois dans des délais raisonnables. Merci Nathalie. Effectivement, on met en avant l'aide juridictionnelle qui est un sujet qui a été traité par notre profession depuis longtemps. La revalorisation est vraiment un problème crucial et je pense encore plus pour les ultramarins avec les difficultés de trajet.
on se rend compte effectivement, le monde diplomatique avait dit il y a quelque temps que la justice implosait en France. Voilà, quelles sont les solutions? Le président de la Cour de cassation également l'a dit il y a quelque temps. Il est conscient que tant qu'on ne mettra pas les moyens financiers pour combler le manque de magistrats, de greffiers, on n'arrivera pas à résoudre cette question. La question est vraiment politique. C'est la raison pour laquelle je pense que ce sujet a toute son importance, puisqu'il est encore plus crucial pour les ultramarins. Donc, est-ce qu'on refait un petit tour de rôle où Jérôme Gavonneau va reprendre la parole pour avoir des propos un peu complémentaires par rapport à ce que nous avons alimenté? Non, pardon, moi, je n'ai pas de demande de prise de parole à ce stade. Ce soit très intéressant, et surtout le développement que vient de faire Nathalie sur les mardes, avec la rectification que ce n'est pas forcément fait ça ne doit pas être fait simplement pour faire des économies de juge, je crois. C'est aussi, mais je le redis, je crois que c'est très important aussi pour la profession d'avocat qui doit se moderniser et qui doit effectivement prendre en main ces questions-là, parce que c'est notre avenir, même économique, quoi. Donc, d'où la création de la commission marde au sein du CNB, bien sûr. Et on a parlé tout à l'heure de la fracture numérique. C'est vrai que la fracture numérique, elle existe. L'État veut mettre en place des plateformes de saisine en ligne, mais on voit, Gaël Schumann l'a mis en réserve tout à l'heure, que les citoyens veulent à la fois avoir accès aux plateformes en ligne, je pense, à mon avis, hein, c'est mon interprétation, mais j'aimerais bien que vous donniez votre avis. Je sors un petit peu de mon rôle de modérateur, sans doute pour avoir une appréhension, parce que connaître ses droits, c'est compliqué, le droit évolue et complexe. Donc, pour quelqu'un qui en plus a un accès ou est illettré, je pense que c'est compliqué. Donc, l'accès aux plateformes pour avoir connaissance de soi, c'est une chose, et l'accès à l'avocat en est une autre, puisque vous avez montré, Gaël Schumann, que le recours à un contentieux pour se défendre, la réponse est on a besoin d'un avocat, et le rôle de l'avocat est central. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce point? Oui, c'est un point j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. C'est un point qui est effectivement très intéressant et pour lequel il faut sans doute pas se tromper dans l'interprétation des chiffres. Et je fais le parallèle avec le rapport général des Français à tout ce qui relève des possibilités nouvelles offertes par le numérique. Ce que nous disent les gens partout sur le territoire, c'est que le présentiel, pour employer des mots nouveaux, des néologismes, le fait de pouvoir accéder à un avocat, de pouvoir lui parler, de pouvoir échanger, c'est quelque chose qui est central. En revanche, le fait de pouvoir, pour ceux qui se sentent à l'aise avec cela, utiliser du numérique d'une manière ou d'une autre, c'est une opportunité. Si c'est une opportunité et pas imposée, si demain on ne nous explique pas que tout ce qui est de certaines catégories du droit doit passer obligatoirement par le numérique, comme on l'a fait pour les impôts, par exemple, si ce n'est pas ça l'idée, à ce moment-là, les gens se disent peut-être que moi, je n'utiliserai pas le numérique, mais pourquoi pas pour les autres? J'observe le même phénomène, encore une fois, sur le vote par Internet. Dans le sondage que nous publions ce soir, dans 5 minutes, sur les élections régionales et l'abstention qui en a résulté, très majoritairement, les 3/4 des Français et des plus de 65 ans et même des plus de 70 ans nous disent oui, qu'on puisse voter par Internet, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que eux le feront. Et donc, tout ça ne signifie pas que demain, le rapport des Français se fera sans contact avec l'avocat. C'est tout le contraire qui nous est dit dans l'étude. Oui. Merci, M. Slimane. Je pense que vraiment, on est dans le domaine de l'humain. On a besoin d'humanité et de contact, surtout quand on a une difficulté à travers un dossier qui révèle souvent des tensions et des conflits, et que le rôle de l'avocat est essentiel sur ce point-là. Madame Audebar, est-ce que vous voulez répondre? Oui, ça c'est sûr, hein, c'est sûr que le rôle de l'avocat, mais surtout que nous, le problème, je voulais parler du problème du RPVA aussi, Oui. le RPVA qui ne marche pas toujours, le RPVA qui est sur l'heure de Paris, donc des fois, quand il est minuit à Paris, qu'il est 18h chez nous, on peut pas, il y a un moment, on ne peut pas l'utiliser.
Donc, tout ça fait que le numérique, oui, mais je me dis, peut-être qu'on n'est pas assez nombreux, on ne pèse pas assez lourd, hein, sous la République française. Hein. Combien on est? On doit être maximum 2 millions d'ultramarins. Ça ne suffit pas pour 63 millions de Français. On ne paye pas assez d'impôts, on ne compte pas. Enfin, il n'y a pas très longtemps, les élections, le résultat des élections présidentielles était donné avant même qu'on ait le temps de voter. Donc, tout ça fait que si on ne tape pas plus fort sur la table, si, comme disait Patrick, il n'y a pas une révolution tous les 10 ans où on montre qu'on existe, rien ne changera. C'est une volonté politique qu'il faut. Mais oui, parce que bon, la France ne pense jamais à nous. Enfin, franchement, nous, on se sent pour le coup oublié. Hein, on se sent oublié. Hein. Je dis, moi, je le vois tout le temps. Hein. Et encore, nous, on a les moyens de dire des choses, mais imaginez les gens qui sont illettrés, qui ne sont pas allés à l'école et qui ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Et je voulais dire aussi qu'il faudrait une meilleure formation des magistrats. Parce que les magistrats, quand ils arrivent, pour eux, les Antilles, c'est juste enfin, les Outre-mer, c'est juste les cocotiers et les plages. Ils ne voient pas qu'il y a vraiment une grande souffrance. Il y a des gens qui vivent là-bas, qui sont là. Et peut-être, avant de venir, s'ils étaient un peu, il y avait des stages, des choses comme ça, ce serait peut-être plus facile aussi pour accepter des décisions. Il y a un éloignement finalement de la culture aussi. La culture. Et on a beaucoup souffert aussi du fait qu'on n'a pas pu voyager avec le Covid et le confinement. Alors, nous, on se disait, on ne peut pas aller voir nos enfants qui sont étudiants à Paris parce qu'il faut des besoins impérieux, parce que tout ça, alors que les Parisiens pouvaient aller comme ils voulaient à Marseille. Ça, on l'a vécu très, très mal. Merci. Patrick Lannivet, je vous vois très réactif. Je vous donne la parole. Comme tous ceux qui concernent l'outre-mer, je suis… Alors, plusieurs observations. Les MARD, oui, je suis moi-même médiateur, effectivement, on l'a développé en Guyane. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un système juridique, le droit n'a de pertinence que s'il est compris par les non-juristes. Il ne fait pas le droit pour effectivement être entre nous, en l'occurrence. Donc, et on a parlé tout à l'heure effectivement de pauvreté, d'illettrisme. Il faut imaginer effectivement que les gens, souvent, la vérité, c'est qu'ils vivent le droit comme un élément extérieur, comme un élément effectivement qui leur est étranger. Bien. Et surtout que c'est rendu par des personnes qui effectivement n'ont pas de lien avec eux, en l'occurrence même culturel. Donc c'est difficile de comprendre l'autre, qui a une culture particulière, puisque effectivement l'histoire, on sait effectivement l'histoire chahutée et je dirais blessante qui sont les nôtres en l'occurrence en tant qu'ultramarins. Et nous sommes des sociétés et on oublie d'émotions, c'est-à-dire que nous avons besoin de contact, nous avons besoin de chaleur. Nous sommes des gens du Sud, en l'occurrence, et Bruno comprend ce que je veux dire. Alors, là, je pense que bon, il y a une réelle fracture, hein, donc si l'État ne décide pas de mettre vraiment les moyens qu'il faut pour répondre à chaque effectivement défi de territoire, je veux vous annoncer d'ores et déjà comment ça va se terminer. Hein. Ça va se terminer, effectivement, comme ça s'est terminé, on l'a montré, en fait, l'histoire l'a montré, c'est par des révolutions sociétales. Hein. Ça commencera parce que, inévitablement, au bout, il y a une chose à laquelle on ne pense pas. Les gens sont prêts à tout renoncer, sauf à leur dignité. Quand on les a tout pris, il reste la dignité. Et ça, l'ultramarin refusera toujours, effectivement, d'être indigne, d'être traité par moins que rien. Et ça a commencé, et c'est vrai que Yannick le disait, mais les motifs impérieux, le fait d'être considéré comme des autres, non pas dans la communauté nationale. Alors, être impérieux, c'est que vous ne pouvez pas quitter votre territoire alors que vous voyagez dans votre propre pays, effectivement, puisque la France est un tout territoire national. On a souvent tendance à oublier que la France n'est pas uniquement l'Hexagone, parce que si c'était l'Hexagone, elle serait bien pauvre d'ailleurs, et pas considérée dans le monde comme elle l'est. Donc, c'est effectivement, ça veut dire qu'en fait, les gens sont isolés sur le… je vais prendre un exemple pour la Guyane. Alors, la Guyane avec le variant brésilien qui fait peur à tout le monde, ça veut dire en l'occurrence, je dois démontrer un motif impérieux, mais en plus, je dois démontrer des tests, et ensuite, en arrivant, des tests encore, plus une septaine, une dizaine. Ça veut dire, en fait, finalement, les gens ont tendance à considérer que le traitement qu'on leur fait
est assimilable et même pire que le traitement qui est effectivement réservé à des autres étrangers. Voilà. Donc, ce sentiment, on ne peut pas lutter contre effectivement une réflexion qui pénètre de plus en plus le monde ultramarin, les jeunesses particulièrement, si on ne rectifie pas un paradigme quelle est la vision, j'ai de Paris, de l'ultramarin, de ceux qui me représentent, mais outre-mer, qui est français. Alors, sauf s'ils ne sont pas français, à ce moment qu'on le dise. Voilà. Merci Patrick. Je crois que Nathalie, est-ce que tu veux rebondir sur cette… Oui, alors, pas sur ce que vient de dire Patrick, il le dit toujours très brillamment et avec beaucoup de conviction. Je réfléchissais à ce questionnement qui est posé de savoir pourquoi que l'avocat est considéré comme le recours pour l'accès au droit et que finalement, il est rarement consulté, alors que les avocats sont présents. Il me semble, moi j'ai constaté dans mon cabinet assez souvent que les personnes qui viennent dans nos cabinets sont souvent déterminées à lancer une action. En tout cas, venir voir un avocat est considéré comme quelque chose d'agressif. C'est-à-dire qu'on est déjà déterminé à lancer une action contre quelqu'un. On n'a pas ce réflexe-là. Alors, je parle des populations qui sont peut-être un peu moins aisées qu'une certaine tranche de population, qui n'ont pas la culture et qui, eux, fantasment beaucoup la justice, certainement. Ils ont besoin de justice, un vrai besoin de justice, mais l'avocat est considéré comme la personne qui va faire un procès et pas toujours comme quelqu'un qui va donner un conseil. C'est dommage, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait que notre profession travaille pour amener davantage les justiciables qui en ont besoin à venir consulter pour des conseils tout simples. Ça, c'est une leçon, je pense, qu'il faut tirer pour nous de ce sondage. Après, la fracture numérique, très simplement, Patrick en a parlé tout à l'heure. Dans les DOM, il y a des territoires qui ne sont pas équipés, tout simplement. Les réseaux n'arrivent pas jusqu'aux justiciables. Et lorsque le réseau arrive, c'est le cas pour nous à La Réunion, le débit est dramatiquement bas. Nous n'avons pas la fibre. Enfin, c'est une catastrophe numérique, les équipements à La Réunion. Je suppose que dans les autres DOM, c'est pareil. J'entendais Yannick parler du RPVA tout à l'heure, c'est du même registre. Là, il y a vraiment un effort étatique à faire de façon extrêmement rapide parce que nous avons un retard considérable à ce niveau-là. Très bien, merci Nathalie. Sur le maillage, effectivement, la profession d'avocat est présente sur tous les territoires. Est-ce que c'est le cas en Guyane et également en Martinique et Guadeloupe? Non, pour la Guyane, c'est compliqué parce qu'effectivement, les 3/4 du territoire guyanais sont effectivement inaccessibles. Donc, je parlais d'une commune qui est située à peu près 1 heure d'avion. On ne peut accéder que par, d'ailleurs, l'avion de la capitale Cayenne. Non, il n'y a pas d'avocat. C'est compliqué. La ville, la deuxième ville où je me situe d'ailleurs là aujourd'hui en faisant cette conférence, est Saint-Laurent-du-Maroni, la deuxième ville la plus importante effectivement du territoire guyanais. Outre, il y a des problèmes numériques, donc il y a que 2 avocats parce que c'est très compliqué effectivement. En fait, les services publics en fait ne fonctionnent pas correctement. Donc, avec une rupture numérique, là, j'ai la chance, effectivement, de pouvoir communiquer, mais en fait, la plupart du temps, les habitants de l'Ouest, parce qu'il s'agit de l'Ouest de la Guyane, effectivement, très peu, ont des difficultés, effectivement, à communiquer, à accéder, voyez, à un droit minimum, c'est le droit, effectivement, de déconnecter. Voilà. Et bon, c'est comme la Guyane n'est pas une île, donc c'est le seul territoire continental. Que certains l'avaient oublié, n'avaient pas compris, effectivement, ce n'est pas une île. Donc, c'est grand comme l'Autriche. Donc, avec effectivement toute cette partie qui n'est pas accessible, où il y a des besoins de droit. Alors, on a développé, effectivement, les avocats, a développé il y a 10 ans les pirogues du droit, donc les avocats guyanais ont décidé d'aller effectivement de casser ce rythme et c'était donc les jeunes avocats qui avaient décidé effectivement de lancer la pirogue du droit et qui a permis effectivement d'essaimer, d'aller à la rencontre des justiciables.
Mais bon, c'est compliqué parce que vous avez effectivement, on n'a pas parlé, mais enfin, dans les territoires ultramarins, alors particulièrement la Guyane, vous avez plusieurs communautés. Les dialectes ne sont pas les mêmes. Voilà. Très C'est pas bien. le français qui est la langue dominante, hein, chez moi. Oui. Alors, Thierry nous pose la question en disant, la situation actuelle n'est-elle pas de nature à créer des zones de non-droit? Oui, Ah ben oui, oui. absolument. Ben oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ben, Oui. celui qui est situé dans un territoire où c'est pas accessible pour lui, où il n'a aucune chance d'avoir un avocat, ben oui, tout à fait. La personne qui est en garde à vue, effectivement, dans une partie du territoire qui n'est pas desservie, eh ben, c'est clair, c'est pas. Voilà. Alors, l'une des préconisations, c'était le regroupement des lieux de garde à vue. Moi, j'avais donné comme solution alternative, mais apparemment ça posait problème parce que bon, pour moi c'est très simple, hein, quand la géographie contrarie le droit, le droit n'a qu'à s'adapter et l'État n'a qu'à développer les process de manière à réduire et à inverser cette inégalité. Voilà, c'est ça le travail de l'État, hein, en fait. C'est pas à nous à trouver des solutions. Nous devons les porter, mais en fait, chacun son rôle. C'est du régalien. Oui, puis ce qu'on a appris chez nous, c'est la culture du débrouillardisme. Hein. On se dit, bon, ben, comme il n'y a pas d'avocat, comme il n'y a pas ça, on va faire ça. Hein. Ça on l'a vite appris, ça. Hein. Et en plus, pour prolonger ce que tu disais, pareil, à Saint-Martin, s'ils sont jugés, les Saint-Martinois qui sont jugés à Basse-Terre, il faut qu'ils prennent l'avion, les avocats aussi, les Marie-Galantais, pareil, il faut qu'ils prennent le bateau. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait une semaine de débat hein, pour arriver au bout. Avec Monsieur le Président Gavaudan, un déplacement sur site. C'est bien. Rien ne remplace effectivement le regard de visu, voire filmé d'ailleurs, pour donner ça effectivement à nos autorités nationales, effectivement. On y pense. Voilà. Alors peut-être pour clôturer et avant de donner la parole à Jérôme Gavaudan pour terminer, pour clore ce débat, est-ce que chacun a quelque chose à dire pour résumer un peu, puisqu'on ne peut pas débattre pendant des heures, le principe du débat c'est 1 heure. Est-ce que on va commencer par Nathalie, qu'est-ce que tu pourrais dire en synthèse? En synthèse, il y a tellement à dire, ça c'est une question vache. Là, c'est le piège. Non, on va s'en sortir. Étude très intéressante. Il faut remercier le CNB de l'avoir commandée parce qu'elle va permettre un débat à tout point de vue au plan national comme dans les DOM. À chaque fois que nous pouvons nous exprimer et exprimer les manques que l'on ressent chez nous, il faut le faire. Donc, on est très heureux d'avoir eu la parole. On a tendance à dire à l'État, au boulot. On vous attend. Trop d'injustice. Oui. Oui, voilà, pareil, hein, je remercie le CNB. Je suis très contente d'avoir pu faire entendre la voix de l'Outre-mer avec Nathalie et Patrick. Et il y a beaucoup de choses à faire. On est là, on existe. Hein. On est là et on existe. Et il y a quand même pas mal de research chez nous. Il faudrait y penser. Hein. Voilà. Merci. Patrick, 2 mots. Oui. Je remercie effectivement le CNB pour cette étude, mais ça ne m'étonne pas, connaissant effectivement aussi la sensibilité du président Gavaudan sur ces problèmes qu'il ne découvre pas aujourd'hui d'ailleurs, puisque dans des fonctions, il en a été sensibilisé. Alors, pour résumer, je dirais le chemin de la dignité pour l'outre-mer est long encore, et il appartient à l'État de mettre fin à cette indignité par tous les moyens. Voilà. Et nos institutions y aideront à voir plus clair s'il est encore aveugle. Voilà. Merci à tous les intervenants, à tous les experts. Merci. Pour la richesse et ces débats nourris qui nous donnent une vision plus claire sur l'état de la situation de l'outre-mer. Monsieur le Président Gavaudan, est-ce que vous avez vous voulez faire la conclusion? Merci Pascal, je clôture. J'ai 2 observations à ce stade. La première, c'est la qualité de nos échanges, fondés, et je l'en remercie encore,
sur le sondage concocté par Gaël Sliman, président d'Odoxa. Et cette qualité, c'est la deuxième observation, et qui rebondit sur une ouverture, c'est que je la constate parce qu'il est parfois difficile, quand on a une culture hexagonale, d'aborder la question des Outre-mer avec un équilibre. Nous en avons déjà discuté avec les uns les autres plusieurs fois, en trouvant la spécificité, tout en étant attentif à rappeler les principes républicains et le fait que cette spécificité des territoires ultramarins ne les prive pas d'un lien total et de leur inclusion totale au sein de la République. Et parfois, on peut être piégé dans ce type de débat, l'équilibre à trouver entre spécificités qui doivent être reconnues et pas discrimination, parce que j'entends cette question-là et je trouve que la qualité de nos débats l'a montré, et aussi le support du sondage. C'est très intéressant, la discussion qu'on a sur la prise en compte spécifique des citoyens sondés au sein des Outre-mer, mais la mécanique, enfin, le sondage est très bien inclus dans une globalité totale territoriale de l'ensemble de la nation qui est une et indivisible. Et je trouve que nos échanges, comme le support de sondage, a bien fait la part des choses, nous permettant de ne pas tomber dans ce piège parfois qui peut être mortel de dire il y a une telle spécificité que bon, et là, voilà. Donc, spécificité, ce n'est pas discrimination, ce n'est pas une discrimination ni positive ni négative, c'est retenir une spécificité. Et l'ouverture, c'est que je pense qu'on pourra peut-être se revoir régulièrement dans ce format ou d'autres, parce que je crois que c'est important d'évoluer. On vient de lancer quelque chose, et il est certain qu'au niveau des présidentielles, le barreau et dans son ensemble, les barreaux et le Conseil national en particulier ont leur part effectivement de responsabilité pour attirer l'attention des candidats et des équipes de campagne sur les spécificités que je viens d'évoquer. Voilà, un grand merci à vous tous et j'espère qu'on aura l'occasion, on a un peu pris de retard, l'occasion de renouveler. Merci particulièrement Pascal Girma parce que ce rôle des modérateurs n'est pas toujours très simple. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, ça a été un plaisir et effectivement, c'est peut-être la première pierre. Ce serait intéressant de continuer à travailler sur ce sujet. Merci à vous tous. Merci. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.